L'actualité africaine, c'est maintenant sur TV5 Monde. Bienvenue à toutes et tous au sommaire de cette édition. Se représentera ou ne se représentera pas? Alassane Ouattara n'a toujours pas annoncé s'il se portait candidat pour briguer un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Un suspense qui fait languir ses partisans et peut-être même plus ses opposants. Au Sénégal, gros plan sur un établissement qui accueille et prend soin gratuitement d'enfants atteints d'autisme, de trisomie 21 ou d'infirmité motrice cérébrale, des lieux nécessaires mais trop rares pour des jeunes Sénégalais souvent mis au banc de la société. Et en fin de journal, du football. Le Stade d'Abidjan, grand vainqueur du championnat ivoirien, prépare déjà la saison prochaine avec de grandes ambitions sur le continent. Pour en savoir plus, nous recevons avec Lise Lauretiat le président du club, Souleymane Sidibé, qui nous fera une annonce en exclusivité. En Côte d'Ivoire, le suspense perdure. Lors du 2e et dernier jour du congrès du RHDP, la formation au pouvoir, Alassane Ouattara a fait une apparition remarquée, mais a laissé son audience dans l'attente. Le chef d'État, désigné par son parti candidat à la présidentielle d'octobre, a annoncé devant ses partisans ce dimanche qu'il prendrait une décision dans les jours qui viennent pour briguer un éventuel 4e mandat. La correspondance de Christelle Pire. Le stade de 60 000 places des Bimpe était rempli de militants aux couleurs orange et blanc et au cri d'ado président. Et pourtant, dans son discours de clôture, Alassane Ouattara n'a rien dévoilé de ses intentions. La veille, son parti, le RHDP, l'avait officiellement désigné comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Mais l'actuel chef de l'État a finalement dit qu'il réservait encore sa décision. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Du côté des militants, certains sont forcément déçus, mais tous espèrent qu'Alassane Ouattara acceptera de rempiler pour un 4e mandat. Nous sommes tous découragés parce qu'on attendait le président. Malheureusement, il y a eu des pré-congrès où les gens ont réclamé le président. Aujourd'hui, le président dit qu'il va mettre en réflexion tout ce que nous avons dit. Nous sommes découragés. Normalement, tout le stade est découragé. Nous sommes un peu déçus quand même, parce qu'il faut le dire, c'est pas seulement le RHDP qui attendait une réponse, c'est toute la Côte d'Ivoire qui était collée à la réponse du président. Aucun militant ne dira que c'est assez à quoi il s'attendait. Chacun aurait voulu entendre le président répondre à l'appel qui a été lancé depuis les pré-congrès jusqu'au congrès qui s'est achevé hier. Mais le président est un leader pour nous, en qui nous avons confiance. Nous savons que notre papa il va dire oui, il répondra oui. Donc nous sommes venus par amour de notre parti, par amour pour lui-même, par amour pour notre pays. Alassane Ouattara a encore 2 mois pour annoncer sa décision. La date limite de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle est fixée au 26 août. Ce dimanche, lors d'un sommet organisé à Abuja, la capitale du Nigeria, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, plus connue sous l'acronyme CEDEAO, ont élu à la tête de l'organisation le chef d'État sierra-léonais, Julius Maada Bio. Ce dernier a déclaré que la région est confrontée à de graves défis qui incluent l'insécurité au Sahel et dans les États côtiers, le terrorisme, l'instabilité politique, les flux d'armes illicites et le crime organisé transnational. En Afrique du Sud, on se réjouit ce dimanche de la libération des 2 ingénieurs sud-africains emprisonnés en Guinée équatoriale en 2023 pour possession de drogue. Après avoir obtenu le pardon présidentiel du chef d'État équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Massogo, les deux Sud-Africains ont été accueillis par leurs familles et les autorités de la nation Arc-en-Ciel. Notre correspondant Gabriel Porometo nous en dit plus. Les 2 ingénieurs sud-africains, Frick Potcheder et Peter Haxman, sont enfin de retour au pays. Ils ont atterri tôt ce matin en Afrique du Sud après plus de 2 ans de détention en Guinée équatoriale. Un énorme soulagement pour leurs familles qui ont chaleureusement remercié le ministre des Affaires étrangères, Ronald Lamola, ainsi que tous ceux qui ont travaillé pour leur libération. Pour rappel, les 2 hommes avaient été arrêtés dans un hôtel de Malabo, la capitale équato-guinéenne, en février 2023. Motif officiel, possession de drogue. Ils ont été condamnés à 12 ans de prison, mais en juillet 2024, l'ONU avait dénoncé un emprisonnement arbitraire, illégitime, contraire aux droits humains.
Les familles, elles, évoquent un tout autre contexte. 2 jours avant leur arrestation, la justice sud-africaine avait saisi un super yacht et 2 villas de luxe appartenant à Théodering Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale et fils du président actuel. Pour désamorcer la crise, Pretoria a multiplié les démarches diplomatiques. Et aujourd'hui, c'est un dénouement heureux. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères salue une victoire de la diplomatie et exprime sa volonté de tourner la page en relançant les relations avec Malabo après des années de tension. Ce samedi s'est tenue la cérémonie de réconciliation des communautés Mbole et Lengola à Osio, ville proche de Kisangani, en République démocratique du Congo. Cet événement met fin à un conflit qui a causé plus de 700 morts en presque 3 ans. Présent lors de la cérémonie, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a mis en garde ceux qui seraient tentés de saborder ce processus de paix. Je vous propose de l'écouter. Vos déclarations pour la paix et la cohabitation pacifique que vous venez de faire ici m'encourage et me pousse à croire à votre engagement sincère et sans équivoque pour la réconciliation. Au regard du contexte sécuritaire actuel de notre pays et de la position stratégique de la province de la Chopo, tout acte de sabotage de ce processus sera assimilé à la complicité avec les ennemis de la République. Cette nouvelle attaque sanglante dans le sud-ouest du Tchad, 19 morts, de nombreux blessés et 20 suspects arrêtés. Les violences intercommunautaires s'intensifient dans plusieurs provinces malgré les appels au calme. Le gouvernement promet des mesures fortes. Les précisions de Nesta Yamgoto. 20 suspects arrêtés et transférés à N'Djamena. Ils sont accusés d'avoir pris part à une attaque qui a fait 18 morts et 17 blessés, dont des femmes et des enfants. Les faits remontent au 19 juin dans le village de Korogemel, dans le Mayo-Kébi. Une attaque vue comme une vengeance après celle de Mandakao à mai, qui a fait une quarantaine de morts. Dans un communiqué publié samedi, le gouvernement a fermement condamné ces violences et promet que justice sera faite. Le communiqué indique également qu'une délégation ministérielle s'est rendue sur le lieu. Les violences intercommunautaires se sont multipliées ces dernières semaines au Tchad. Au total, 60 personnes sont mortes en moins de 2 mois. Face à ces drames, le chef d'État, Mahamat Idriss Déby Itno, avait convoqué un conseil de sécurité exceptionnel. À travers le continent, les structures adaptées aux enfants atteints de trisomie 21, d'autisme ou d'infirmité motrice cérébrale sont rares. Ces jeunes sont souvent confrontés à la stigmatisation, parfois à l'exclusion pure et simple. Au Sénégal, une association propose depuis 5 ans un accompagnement éducatif, médical et social entièrement gratuit. Clément Bonnereau s'est rendu à Malika, en banlieue de Dakar, dans l'une de ce qu'on appelle ces maisons jaunes. À première vue, une salle de classe comme une autre. Mais ici, chaque élève suit un parcours hors du commun. Noir, regarde, mon bout, nul. Allez, très bien. Ces enfants sont atteints de trisomie 21, d'autisme ou encore d'infirmité motrice cérébrale. Tout est pensé pour leur offrir un apprentissage sur mesure. Il y a toutes les matières. La différence, c'est la pédagogie. Au lieu de lui dire bleu, il lui faut un exemple concret. Donc je lui dis, quelle est la couleur de ton habit? Il me dit bleu. Et je lui demande d'identifier le bleu parmi les crayons. Ouverte en 2023 en banlieue de Dakar par l'association Enfants Soleil, la Maison Jaune accueille gratuitement une 60aine de jeunes. Ils alternent activités éducatives, artistiques et reçoivent un suivi médical personnalisé. Bateau, très bien. Vie. Pape Malik est suivi depuis 3 ans. À l'école classique, il accusait de gros retards d'apprentissage qu'il commence désormais à combler. Il a des séances qui sont très régulières. Donc au début, au niveau articulatoire, c'était très difficile. Il avait une très mauvaise posture. Il était toujours cambré vers le bas. On a beaucoup travaillé sur sa posture pour qu'il puisse s'affirmer. On travaille énormément sur le lexique également pour qu'il puisse être le plus autonome au niveau des mots. Pour les familles, la Maison Jaune est un soulagement après des années d'errance. Au Sénégal, les structures spécialisées sont rares et coûteuses. Parents et enfants peinent encore à trouver leur place dans la société. Je le regarde avec tendresse en me disant, bon, il a la chance, il en est qui sont cachés, il en est qui sont enfermés. Il est entouré par toute l'affection d'une famille et il évolue dans la société à son rythme. Et tout le bien qu'on peut lui souhaiter, c'est de s'épanouir. Face à la demande, d'autres maisons jaunes ont ouvert à Thiès, Bourg et Saint-Louis et bientôt 2 nouvelles à Kaolack et Vélingara. À l'origine du projet, Adaban Daoudia, mère d'une jeune fille trisomique, qui mène ce combat depuis plusieurs années.
C'est des personnes à part entière, nos enfants sénégalais, qui ont le droit aujourd'hui d'avoir une bonne éducation à l'école et d'avoir tous les outils pour monter en compétences et s'épanouir dans la société. Ils y ont droit et c'est notre devoir à nous de les aider. En décembre, le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à faire du Sénégal un pays plus inclusif. Une nouvelle loi d'orientation sociale est en préparation. C'est un retour au pays attendu depuis plus d'un siècle. Ce samedi, les Pays-Bas ont restitué au Nigeria 119 sculptures anciennes appelées bronze du Bénin, car volées dans l'ancien royaume du Bénin durant l'époque coloniale, il y a plus de 120 ans. Il s'agit de la plus récente restitution sur le continent, alors que la pression monte sur les gouvernements et institutions occidentaux pour qu'ils rendent les butins dérobés. Un sujet de Séraphine Charpentier et Véronique Pérez. Une tête de roi au bas du Bénin, l'oiseau de la prophétie, une statue de léopard et une défense d'éléphant sculptée. Ces 4 bronzes sont considérées comme certaines des plus importantes œuvres d'art africaines. Elles ont été arrachées au sol qui les a vues naître, le royaume du Bénin, il y a près de 120 ans. Et les voici enfin en partie de retour à la maison. Les bronzes du Bénin, comme nous le savons, ne sont pas de simples objets d'art ou des vestiges de l'Antiquité. Ils incarnent